Bonjour à toutes et à tous. Donc on se retrouve dans le cadre du forum de l'orientation post-bac et j'accueille mes invités sur une table ronde sur les métiers et les formations liées à la maintenance. Donc comme depuis hier, les supports qui sont là pour les capsules, les présentations PowerPoint vont être disponibles sur la page de la DG2E. Donc en plus des propos qui seront échangés ici, n'hésitez pas à consulter la page pour avoir des compléments d'information. La table ronde va être composée de deux parties. Une première partie d'échange entre les intervenants et une deuxième partie où nous répondrons aux questions que vous nous aurez posées via le chat de Zoom. Donc n'hésitez vraiment pas à nous remonter toutes vos questions. Vous pouvez les poser en direct et elles me seront transmises par les collègues qui sont en régie. Je vous rappelle également que jeudi après-midi, il y aura des tables rondes sur les domaines des bourses, des transports et des logements. Donc n'hésitez pas à vous reconnecter également jeudi après-midi. Et si jamais vous avez loupé le live, toutes ces tables rondes seront disponibles pendant un certain temps sur la page de la DG2E en replay. Donc on va démarrer cette table ronde par la présentation des intervenants. Donc je vais céder la parole peut-être à monsieur, vous pouvez commencer. Oui, bonjour. Donc, je suis Monsieur Charbonnier. Je suis enseignant en BTS MS Système fluidique et énergétique à Maïna, en BTS. Donc, on fait tout ce qui est clim, chauffage, fluidique, distribution de fluides. Donc, voilà un peu ce qu'on fait chez nous. On détaillera plus après. Voilà. Je vous remercie. Bonjour, je suis Monsieur Cassel, je suis enseignant au lycée Diadème, en maintenance automobile et donc tout ce qui touche au secteur de la maintenance, diagnostic et réparation automobile. Merci. Oui, bonjour, je suis Laurent Delgrazia, je suis enseignant en BTS MS au lycée de Maïna. Merci. Donc il y a un micro déjà de l'autre côté. Bonjour, je suis Leifou Eric, alors je suis enseignant en BTS électrotechnique au lycée Diadème. Et donc en électrotechnique qui touche à la production, transport et distribution de l'énergie. Bonjour, moi c'est Olivier Flo, je suis également enseignant en BTS électrotechnique. Donc je n'ai pas besoin de présenter, monsieur a déjà présenté. Bonjour, je m'appelle Honi Yuma, je suis étudiant actuellement en BTS électrotechnique au lycée Diadème. Bonjour, je m'appelle Ayran Delo. Je suis aussi étudiant en BTS électrotechnique, mais au lycée Popara. Merci et bienvenue à tous. Donc on va démarrer par des questions plutôt orientées vers les enseignants. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quelques mots quels sont les objectifs de vos formations tant dans les matières qui sont enseignées, mais aussi ensuite sur les débouchés à l'issue des formations? Bien, je vais commencer. C'est vrai que nous, et pour beaucoup de BTS, ça va être un peu la même chose sur le BTS MS option SEF. On va fixer beaucoup notre attention sur la maintenance des équipements avec un focus vraiment sur la partie régulation, optimisation des équipements en vue d'abord les faire tourner au mieux possible et surtout faire économiser de l'argent à notre client et essayer d'optimiser l'installation. Donc ça passe par pas mal d'ateliers, c'est vrai. On fait pas mal d'ateliers. On fait aussi du bureau, puisqu'on doit proposer des solutions. On va utiliser des logiciels de CAO, qu'ils soient en 2D ou en 3D. Là, on peut inviter tout le monde à voir ça, les nouveaux logiciels. C'est vrai qu'on fait beaucoup de logiciels, notamment de GMAO aussi. C'est des choses de gestion de maintenance assistée par ordinateur. Merci. Qu'on va utiliser aussi beaucoup. Voilà. Très bien, merci. Bien, en maintenance automobile, donc l'année prochaine, il y aura la création d'un BTS au lycée Diadème. Donc pour l'instant, nous avons des formations CAP et bac professionnel. Donc l'année prochaine, donc l'ouverture de la première section en BTS. Donc le rôle, ça va être l'activité principale va consister à diagnostiquer des systèmes au niveau des véhicules, des diagnostics complexes, organiser la maintenance. Il y a aussi une grande partie liée à la relation avec le client et l'organisation de l'atelier en général. D'accord, merci. Sur le BTS CF aussi, donc je peux passer la D'accord. parole à mon collègue. Alors,
Alors l'objectif du BTS électrotechnique, c'est de former des techniciens supérieurs qui seront amenés à occuper des postes d'agents de maîtrise en entreprise. Alors en termes de formation, on fera beaucoup de dimensionnement, beaucoup d'études. Aussi, on ira jusqu'au diagnostic, mise en service de matériel, en sachant qu'on a de nouvelles thématiques en termes d'énergie, c'est l'optimisation de la chaîne énergétique. C'est-à-dire que variation de puissance, tout un tas de champs en fait, qui seront abordés, qui vont permettre en fait, d'économiser les ouvrages. Voilà un petit peu. En termes de maintenance, on va dire le BTS maintenance, idem, ça sera un petit peu plus orienté sur l'industrie. Donc il y aura de la GMAO. C'est vrai qu'on utilisera aussi beaucoup de logiciels de CAO, DAO et de simulation aussi. Voilà. Merci. Je présente la même formation que monsieur. D'accord. Donc, peut-être ce qu'on peut ajouter, c'est que vos formations visent à une entrée dans la vie active assez rapide. C'est des formations qui sont assez professionnalisantes. J'imagine qu'il y a beaucoup de cas pratiques et de mise en pratique en plus de la théorie. Est-ce que vos formations contiennent des stages notamment ? Alors oui, là on est en plein dans une réforme, dans une nouvelle réforme. Et dans cette réforme-là, il y a 8 semaines de stage, de 6 à 8 semaines. Ça va dépendre du choix de l'équipe pédagogique. On les forme justement à gérer un chantier, organiser un chantier, à planifier un chantier. Ce sera des responsables, ils seront des responsables plus tard, et donc on essaye de faire en sorte qu'ils puissent développer ces compétences-là d'organisation. Et ensuite, quand ils seront en stage, au moins ils verront comment ça se passe en entreprise. D'accord, voilà. Merci beaucoup. Au sujet du BTSF sur Maïna, vu la qualité du plateau technique que nous avons actuellement, ça nous permet aussi de faire travailler les étudiants sur les machines en travaux pratiques, mais la technologie est souvent associée, le plus souvent, à l'atelier. Donc pour les étudiants, enfin pour les lycéens, le cours théorique, il y en a de moins en moins. On est de suite, la théorie se fait devant les machines et en situation. Je rappelle que la dotation qui a été faite par l'État pour le lycée de Maïna sur les machines, et c'est un super parc. Donc ils retrouveront la vidéo dans la capsule qu'on va vous transmettre sur le site de la DG2E avec tout le parc machine du lycée de Maïna. D'accord. Voilà. Et après, au niveau recrutement, sur le fait que nos étudiants sortent avec un diplôme reconnu d'utilité sur le territoire, ils trouvent facilement du travail. Et on a 3 étudiants qui, même cette année, vont en licence professionnelle en métropole. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est intéressant ce que vous abordez, c'est qu'il y a des passerelles ensuite, on peut partir de votre formation, et si on ne souhaite pas forcément s'insérer tout de suite dans la vie active, il y a des passerelles vers des formations. Contact en métropole pour pouvoir leur faciliter l'accès à des formations, surtout en licence professionnelle. En licence professionnelle. Demande, oui. D'accord, très bien. Voilà. Ça permet peut-être d'aborder le point suivant qui sont pour les lycéens qui nous regardent et qui sont en train de formuler leurs vœux sur Parcoursup. Peut-être que vous pouvez leur donner quelques conseils pour les exigences que vous avez envers les lycéens qui arrivent pour réussir dans les formations que vous présentez. Bien, il va falloir des capacités de synthèse et d'analyse. Il va falloir se montrer capable d'être à la hauteur de ces diagnostics, d'être à l'écoute aussi des nouvelles technologies, d'être vraiment sur ces nouveaux domaines. L'automobile est en pleine mutation, les véhicules électriques, les véhicules hybrides, donc il faut montrer quand même ces capacités d'adaptation et de pouvoir aussi travailler en équipe dans des concessions, mais pas seulement. Ça peut être aussi dans des parcs automobiles. Il y a aussi, je voulais revenir aussi sur la poursuite d'études qui peut être aussi en licence professionnelle, qui peut amener vers l'expertise automobile. Mais donc ça ouvre le champ à pas mal de domaines, les possibilités de travailler donc, dans plusieurs sortes d'entreprises, mais notamment ici en particulier les concessions automobiles. Et il y a une forte demande des constructeurs, des représentants des marques automobiles sur le territoire. Donc en termes d'insertion pro, c'est plutôt encourageant, il y a des possibilités sur le territoire. Oui, il y a beaucoup de possibilités, et donc c'est pour ça qu'on ouvre ce BTS
en accord aussi avec les professionnels qui sont demandeurs. D'accord. Ben, ça, c'est intéressant pour vous à entendre. Il y a des partenariats, il y a de la demande. Donc, en vous engageant dans ce genre de formation, c'est aussi un bon tremplin vers une insertion professionnelle harmonieuse. Vous vouliez rajouter quelque chose peut-être? Oui, pourquoi pas. En fait, l'expérience d'une visite de stage là qu'on a eue, c'est des professionnels de la maintenance sur des installations très très complexes avec un renouvellement de parc de machines là pour le froid industriel, mais aussi pour toi, comme tu as dit, qui demandent que finalement, avec l'expérience, cette personne-là qui a 30 ans d'expérience dans le travail, il faut dire, affirme que en fait, c'est 20% de travail manuel, le reste c'est 80% dans la tête, c'est du théorique. Et donc comme disait mon collègue, le théorique se fait directement sur la machine. Mais il faut dire aussi que ça s'attaque parce que le matériel est devenu assez complexe, la régulation complexe, il faut savoir lire des docs, les interpréter. Et c'est vrai que c'est aussi une manière de protéger son travail, parce que quand on a ces connaissances-là, on peut pas, on a besoin de vous, forcément on a besoin. Et donc ça veut dire que le travail, on va le garder à vie, et même peut-être on va aller d'entreprise en entreprise, et c'est un peu ce qui se passe quand on sort d'un BTS, ou aller en métropole, pourquoi pas, là effectivement on a des contacts avec des entreprises, parce qu'il se trouve qu'en froid, je parle en froid industriel, en froid climatisation, la demande, elle est extrêmement, le marché, il est tendu, et c'est extrêmement demandeur. D'accord. Voilà. Très bien. Des bonnes notes d'espoir sur l'insertion professionnelle. Je vais me tourner vers vous également et vous reposer la question sur les exigences et les conseils de réussite. Alors, c'est vrai que beaucoup de capacités d'analyse, on va dire, avoir des affinités avec les sciences techniques, plus avec les sciences, parce que finalement, ça permet d'appréhender un petit peu l'environnement technique. On s'est rendu compte qu'un élève, par exemple, qui pouvait être excellent en maths, pouvait avoir une approche technique un peu plus difficile. Et à notre niveau, par exemple, on s'est rendu compte qu'on préférait recruter des élèves avec de meilleures notes en physique qu'en maths, par exemple. Au-delà de ça, c'est vrai qu'on aborde un petit peu une nouvelle réforme où on accueille des élèves un peu de tous les horizons, où on a une période un petit peu d'adaptation et de remise à niveau. Donc finalement, c'est une question de volonté, finalement, et ça correspond un petit peu à ce qui va vous attendre dans la vie, c'est-à-dire d'être capable de s'adapter. Voilà, et puis si je peux donner un conseil, c'est d'aimer ce qu'on fait. Voilà, si vous décidez de vous engager dans ce type de formation, petit à petit, il faut se mettre à aimer un petit peu ce qu'on fait. D'ailleurs, ça va être un critère de sélection par la suite. Mais ça, c'est très intéressant et effectivement, ça nous mène sur le point suivant au niveau du projet Parcoursup et de la formulation des vœux. Vous l'avez abordé un petit peu. Au-delà des résultats académiques dans les matières scientifiques peut-être, quels sont les éléments des profils des étudiants et dans leur parcours dont vous tenez compte au moment des sélections ? Alors, en termes de sélection, c'est vrai qu'on va regarder, en termes d'options, les choix, on va dire, qui seront orientés scientifiques ou techniques, donc tout ce qui est STI 2D, ou alors s'ils sont issus d'un bac général avec une forte connotation scientifique. Mais au-delà de ça, on accueille aussi, pour au moins presque la moitié, en tout cas en BTS électrotechnique au Diadème, on accueille en termes d'effectifs des lycées pro, donc des formations professionnelles. Voilà un petit peu le genre de profil. Et vous avez combien de places dans le BTS et combien de candidatures tous les ans ? Alors on en a 24 et souvent on doit dépouiller à peu près 300 candidatures chaque année. Et voilà. Par contre, en termes d'adaptation, moi, je viens un peu, ça fait que 5 ans que j'enseigne et j'ai fait 20 ans dans le privé et on s'est rendu compte que moi, j'ai vu des comptables complètement se réorienter et devenir de très bons mécaniciens parce que finalement, ils ont fait des études pour faire plaisir soit à leurs parents, soit à un membre de la famille et puis finalement, se découvrent une passion par la suite. Donc, j'ai tendance à dire qu'il faut ouvrir un petit peu les formations. Finalement, il faut détecter ceux qui sont motivés.
Donc effectivement, les éléments dont vous tenez compte également, c'est peut-être la lettre de motivation, le projet motivé Voilà. qui fait partie de la candidature. Voilà la lettre de motivation et on sait que certains ont des difficultés à écrire au Polynésie, à faire des lettres. On sait cela, mais bon, c'est vrai. Ensuite, on va essayer aussi de jauger un petit peu le niveau d'absence, l'assiduité, et ça peut être un critère à la fin. D'accord. Je vais vous retourner la question également dans vos formations. Au-delà des notes académiques, quels sont les éléments dont vous tenez compte ? Oui, sur l'inscription, c'est vrai qu'il faut qu'ils puissent démontrer sur une lettre de motivation ou par quelque moyen que ce soit, se projeter dans une posture professionnelle, montrer sa capacité d'adaptation, son engagement, son envie de réussir, pas forcément par rapport aux notes, mais donc par rapport à son cursus scolaire, montrer qu'il y a cette rigueur au niveau du travail et qui peut réussir, parce que pour les bacs pro qui vont être... on a 60%, 70% peut-être issus de bac pro, ça va être un peu plus compliqué peut-être pour le niveau théorique. Par contre, ils vont pouvoir prouver parce qu'ils ont déjà fait pas mal de stages et ils ont aussi déjà l'idée du métier, donc une idée plus particulière du métier de la maintenance automobile. Donc c'est là-dessus qu'on va peut-être plus regarder. Et il y a combien de places dans le BTS ? On va ouvrir une demi-section, ce qui est une 10-12, mais je pense une dizaine de places. Et combien de candidatures en général ? On ne sait pas encore parce que c'est pas encore ouvert. D'accord. Les années précédentes, en gros, vous avez... Mais non, mais il n'y a pas de BTS avant. Donc c'est la première année qu'on... C'est une création, voilà. D'accord. Donc, ça va peut-être aussi être intéressant d'avoir des élèves qui viennent d'horizons différents, pas forcément que de bacs généraux, justement, comme vous l'évoquiez. Oui, donc on va avoir, je pense, une grosse partie de bac professionnel, mais de tout horizon, et aussi des STI ou d'ailleurs. Donc c'est ouvert à tous, et c'est bien d'avoir justement ce mélange, qu'on puisse avoir des étudiants qui puissent... s'entraider et avec une forme de tutorat en fait, qui puissent apporter chacun leur expérience. Nous, dans le domaine de l'automobile, s'ils viennent du domaine de l'automobile ou de la maintenance nautique, ou après, donc voilà, donc il peut y avoir d'autres domaines de maintenance industrielle. Donc c'est ouvert à tout le monde. Il y a forcément une remise à niveau aussi sur les 6 premiers mois. Et donc après, normalement, au bout de la première année, tout le monde doit être à peu près capable. D'accord. Donc vous tenez compte effectivement des horizons différents dont viennent... Oui, je pense que c'est important qu'il puisse y avoir ces échanges au niveau des étudiants, ça peut leur apporter beaucoup. Effectivement. Vous voulez ajouter quelque chose ? D'accord. Ce que vous pouvez peut-être retenir de ça, c'est que ne vous brimez pas dans vos vœux. Vous pouvez en formuler plusieurs, donc il faut saisir cette opportunité. Et si vous n'avez pas forcément le bac ou les spécialités qui sont la voie royale pour accéder à une formation, si votre projet est motivé et que vous pouvez démontrer votre appétence et votre envie pour une formation, ce sont aussi des éléments dont les enseignants tiennent compte. Donc il faut vraiment soigner cette partie-là de votre candidature. Il ne faut vraiment pas non plus hésiter à faire appel au sein de vos établissements aux psychologues de l'enseignement national, c'est-à-dire aux conseillères d'orientation, qui peuvent vous aider dans ces démarches, à vos enseignants, à vos profs principaux, qui sont là pour vous accompagner dans ces démarches. Voilà. On va plutôt s'adresser maintenant aux étudiants. Peut-être quelques mots pour nous expliquer ce qui te plaît particulièrement dans la formation dans laquelle tu es inscrit. Moi, qu'est-ce qui me plaît dans cette formation, c'est que là, nos étudiants, justement pour concrétiser, à la fin, en deuxième année, avec la demande d'une entreprise, un projet. Et c'est comme ça aussi qu'on peut voir avec la théorie, lier la théorie et la pratique. Oui. Et c'est ça qu'on a besoin, nous les étudiants, on a besoin aussi de voir quelque chose qui est concret. De concret, oui, bien sûr. Et est-ce que tu aurais des conseils à donner aux étudiants, aux élèves qui souhaitent s'orienter vers cette formation ? Aujourd'hui, le baccalauréat ne suffit plus. Il faut avoir de l'ambition pour réussir. Et le système nous donne les moyens de réussir. Il faut juste avoir de la bonne volonté et de prendre aussi une filière qui nous plaît. D'accord, oui, effectivement, c'est important.
de construire votre projet d'études en fonction de votre projet professionnel et de savoir pourquoi vous choisissez une formation, c'est forcément intéressant et important parce que ça va déterminer votre motivation à suivre les cours et à être assidu comme on l'évoquait tout à l'heure. Peut-être que tu veux compléter en expliquant ce qui t'a plu, si tu as rencontré des difficultés au départ de la formation. Concernant les difficultés, comme on dit plus tôt, c'est plutôt au niveau théorie. On aura plus de difficultés que les STI. D'accord. Et après, c'est tout. D'accord. Et comment tu as fait pour surmonter les difficultés que tu as rencontrées? Avec une bonne volonté, du travail. D'accord. Et est-ce que tu as pu t'appuyer peut-être sur les étudiants des années précédentes pour te... Oui. D'accord. Surtout les deuxièmes années. D'accord. Ok, donc il y a une forme d'entraide entre les étudiants. Oui, c'est ça. D'accord, très bien. Et peut-être on peut parler aussi de la charge de travail. Est-ce qu'il y a beaucoup d'heures de cours, est-ce que vous êtes beaucoup en cours ou plutôt... Pour nous, non, plus de pratique. D'accord, et vous avez beaucoup de pratiques dans la semaine? Ça représente combien à peu près? C'est 32 heures, on en a 13 heures. D'accord. 13 heures de pratique. Ok, très bien. Donc c'est des formations assez denses quand même en termes d'heures de cours par semaine. Ouais. Les professeurs voulaient peut-être compléter sur le nombre d'heures qui sont, enfin combien, c'est quoi le volume horaire d'une semaine normale classique? Il y a 31 heures à peu près. Après, ça dépend, je pense, des sections. Il y a 31 heures d'enseignement. Et au niveau professionnel, on doit être à 16h30, mais ça comprend de la gestion, de la communication, de l'atelier, de l'analyse, de la construction-analyse. Mais on est à peu près dans le volume horaire qui disait. Plus, au niveau de la pratique, on est sur 10-14 heures. D'accord. La pratique, et après, ça va être de la théorie. Plus du travail personnel après. Après, il y a énormément de travail personnel, surtout en deuxième année. Il y a des dossiers, il y a des recherches à faire, il y a de l'analyse. Il y a vraiment, c'est ce qu'on demande, c'est qu'ils soient autonomes. De toute façon, c'est ce que les professionnels vont demander aussi, c'est qu'ils puissent être autonomes, savoir rendre compte et fournir. Il faut qu'ils puissent fournir un travail personnel et nous prouver qu'ils sont aptes à remplir des missions d'encadrement. D'accord, très bien. Mais justement, puisqu'on parle des aspects professionnels, je vais plutôt m'adresser à vous, pas en tant qu'enseignant, mais en tant que professionnel. Et quel lien vous faites entre les formations que vous proposez et le monde professionnel, justement? La grosse difficulté qu'ils auront, ça sera de s'adapter, en fait. Et donc, en sachant qu'ils auront certainement un complément de formation en entreprise. Donc, on se dit que quand on a en fait un candidat en face, quand un employeur a un candidat en face de lui, on sait qu'on va être obligé de le former en plus de ses acquis. Donc, la plus grosse difficulté qu'on aura, en fait, ça va être de détecter le candidat, en fait, qui sera capable d'évoluer le plus rapidement possible. Et des fois, on se rend compte que quelqu'un avec un diplôme moins élevé est beaucoup plus ouvert, il va se former, il va accepter plus facilement l'information, et quelqu'un qui aura un diplôme très élevé aura du mal à évoluer parce qu'il va être obligé, en gros, de cacher un petit peu les lacunes qu'il a pu avoir, alors qu'en fait, il ne faut pas en avoir honte. Au départ, on a encore beaucoup de choses à apprendre et ça peut être cuisant. D'ailleurs, c'est des choses qui peuvent être très simples. Il ne faut pas en avoir honte, il ne faut pas traîner, il faut tout de suite essayer d'acquérir un petit peu ce qu'on n'a pas forcément compris à l'école. Et ça ne doit pas bloquer les élèves, enfin les futurs employés. Donc en termes d'adaptation, ce que vous évoquez, c'est que les élèves vont voir un certain nombre de choses dans la formation, mais il faudra s'adapter à chaque entreprise dans laquelle... Parce que le fonctionnement sera différent selon le... Il sera différent, voilà. On va s'appuyer un petit peu sur leurs connaissances de base et ensuite, on va les faire évoluer vers chaque métier, un petit peu de l'industrie, avec des spécificités qui sont propres à chaque métier d'ailleurs. L'automobile ou... je vois les fluides où on utilise beaucoup au niveau de l'industrie. Il y a des procédés de séchage de coco, où on fait appel à de la vapeur d'eau. Et donc, il va falloir s'adapter à tout ça. Alors, en plus,
il y a des risques et c'est un petit peu pour ça qu'on met l'accent un petit peu sur le côté professionnel, l'approche qui doit être responsable. Hein. Donc c'est vrai qu'un employeur va essayer de détecter tout ça. Parce que c'est une difficulté de lâcher quelqu'un sur on va dire sur une entreprise avec des machines qui tournent, qui chauffent, avec des dangers. Donc ce que vous évoquez là, c'est qu'en fait, il y a effectivement tout l'aspect technique de ce qu'ils vont apprendre dans la formation, mais qu'il ne faut pas négliger non plus les compétences transversales en termes de rigueur, de sérieux et de capacité d'encadrement aussi, qui sont très importantes, c'est ça ? Voilà. Mais bon, à côté de ça, j'ai eu des approches où, on va dire, c'est vrai qu'on peut avoir l'impression de ne pas être à la hauteur, et en fait, il faut se dire qu'on a le temps d'apprendre. Parce que moi, une fois, j'ai entendu un chef d'entreprise dire, de toute façon, ils font des erreurs, mais de toute manière, ils ont les mêmes en face. Donc, quand il pleut chez nous, il pleut de l'autre côté. Ils ont les mêmes difficultés de rentabilité, on est tous à égalité. Donc, c'est pas grave, finalement, il faut dédramatiser. Il faut avoir de la bonne volonté, en fait. Il faut évoluer. D'accord. Vous vouliez ajouter quelque chose ? Alors moi, c'est juste pour compléter, parce que j'ai été moi-même étudiant en BTS. Donc j'ai été étudiant en BTS et la plupart de mes camarades, donc sans aujourd'hui, il y a un de mes camarades qui travaille à Vinci, un autre qui travaille à UDT, et eux tous, ils occupent un poste à responsabilité. Il y en a aussi qui travaillent sur un bateau. Donc le champ électrique, il est assez vaste. Hein. Il y a beaucoup de choses à faire. Et comme il disait, il faut, en fait, on essaye de développer leur capacité à s'adapter. Hein. À l'école, on utilise plusieurs programmes pour justement la même chose. Ils font la même chose, mais selon l'équipement, la logique est la même, mais le langage est différent. On essaye surtout de développer ça chez eux. D'accord. Voilà. Alors, je ne peux faire autrement que de noter que j'ai un plateau très masculin. Peut-être vous pouvez dire quelque chose sur le recrutement des élèves filles. Est-ce que les filles sont les bienvenues dans vos formations ? Comment elles sont représentées ? Oui, bien sûr, c'est ouvert à tout le monde. On a régulièrement une ou deux filles en bac pro. Elles réussissent aussi bien, voire mieux. Elles ont peut-être un peu plus de rigueur, un peu plus de sérieux. Une posture professionnelle, comme j'en parlais tout à l'heure, c'est très important et je pense que ça, c'est apprécié. Et après, tout est possible, tout est ouvert. Il n'y a pas de métier réservé aux hommes. C'est sûr que le monde de l'automobile, jusqu'à il y a peut-être quelques années, c'était très masculin, mais on voit bien que maintenant, ça change très vite. Et justement, pour parler de la maintenance, on parlait d'adaptation. Je pense qu'il faut se dire que les métiers de maintenance, et peut-être plus en automobile, c'est vraiment aimer chercher et s'adapter toujours aux nouvelles évolutions. Ça va très très vite. Donc même dans une entreprise, depuis avec beaucoup d'expérience, il y aura toujours des nouvelles choses qui vont sortir, on voit bien. Donc toutes les automobiles évoluent très vite, toutes les technologies, tous les gadgets qu'on pourrait avoir, ça évolue très vite. Donc pour en revenir aux filles, c'est tout à fait ouvert et il n'y a pas de spécificité en fait au niveau de ce métier. Très bien. Nous, pour notre cas, pour la promo 2021, nous n'avons pas de filles. Par contre, sur la promo 2020, oui, nous avons une fille qui s'adapte très bien et qui travaille correctement au milieu de tous ces garçons. Voilà. Et on en aimerait un peu plus parce que D'accord. Ça apaise aussi d'avoir une fille de temps en temps. Elle s'est recadrée aussi, ses copains. Vous avez entendu. Voilà. Très bien. J'imagine que c'est pareil pour vous. Alors nous, en BTS 1, donc dans sa classe, on n'a pas de filles. Par contre, en deuxième année, on a une seule fille. Hein. Bon, ça apporte un peu plus de... Voilà, comme il disait, hein, ça calme un peu les esprits. Bon, c'est une étudiante qui a su s'adapter. Hein, qui a su s'adapter. Donc maintenant, elle réussit très bien. Hein. Voilà. Donc, les filles, n'hésitez pas, il n'y a pas de raison. Vous pouvez vous inscrire dans ces formations. On va passer du coup aux questions qui nous sont peut-être remontées. Il y a des questions sur le live ? Je te remercie. Alors,
Donc la question s'adresse plutôt pour le BTS électrotechnique. Donc peut-on être patenté après une formation en BTS électrotechnique? Ah oui, on n'en a pas parlé, hein. C'est vrai que le BTS, on va dire, mène à occuper des postes d'agent de maîtrise et ça peut aller jusqu'à l'entrepreneuriat. Donc oui, il y a tout à fait possibilité de prendre une patente, au contraire. Et d'ailleurs, sont intégrés dans les cours. Au niveau de la formation, on fait une approche un petit peu métrage, évaluation et les coûts de travaux. Et aussi le management, où en fait on apprend aussi à évaluer les temps d'exécution, de comparer un petit peu les uns aux autres, de se créer une base de données. D'ailleurs, en partant du BTS, où en fait ils partent un petit peu avec une petite base de données qui leur permet de prendre en main assez rapidement, on va dire, des équipes. D'accord. Finalement, la question s'adresse également au BTS dans le domaine de la maintenance. Est-ce qu'on peut monter sa propre activité, créer son entreprise? Oui, bien sûr. Et c'est même recommandé d'avoir un bagage supplémentaire qu'un bac professionnel, parce qu'on va avoir quand même des outils au niveau de la gestion, de l'organisation, et aussi le savoir-faire au niveau des diagnostics qui sont de plus en plus complexes. Ça va être développé par le brevet technicien supérieur. D'accord. Donc le fait de monter son entreprise, ça présuppose aussi du coup de toucher à des aspects au-delà des aspects techniques, mais aussi, j'imagine, la comptabilité, le management d'équipe, la communication. Est-ce que c'est des matières qui sont abordées dans le cadre de vos formations? Au niveau, oui, bon, comme je disais, il y a un peu d'éco-gestion, de communication, de relations clients, mais là, ça va être peut-être plus sur le fonctionnement de l'entreprise ou d'une concession automobile. Je pense qu'après, peu importe dans le domaine, si on fait une formation professionnelle, peu importe le domaine, je pense qu'il faut après peut-être essayer de se former, peut-être au CEFI, je pense qu'ils font des formations comme ça pour ouvrir une entreprise. Ouais. C'est pas inintéressant d'avoir ces codes et au niveau de la comptabilité, de la gestion, mais propre à une entreprise. D'accord. Quelqu'un veut ajouter quelque chose? Oui, alors pour la patente, la comptabilité, pardon, c'est pas très compliqué. Hein. Je veux dire, ce qui est compliqué, c'est de ne pas faire de bêtises devant le client et pas se retrouver devant le tribunal parce qu'on a mal dimensionné. Et je pense que, comme je disais, l'appétence qu'on va avoir sur le technique, la partie théorie technique, hein, je fais la différence entre théorie et enseignement général. Hein. Enseignement général, ça a été beaucoup modifié, hein, il faut le dire aux étudiants, qu'il y a encore 10 ans, on faisait de la physique pour faire de la physique, des maths pour faire des maths, hein, c'est fini. Hein, ça a été extrêmement bien revu. Et on fait beaucoup de choses qui sont liées à l'objectif du BTS, que ce soit en maths, en physique. Et pour peu, d'ailleurs, on a des fois des épreuves communes entre ces matières-là. Et je pense que vaut mieux viser la licence pro, vaut mieux faire son expérience en entreprise. Je rebondirai sur ce que disait mon collègue. Il faut apprendre des gens qui savent. Donc, voilà. Et après, rebondir. Et effectivement, ouvrir son entreprise, mais en étant sûr d'offrir aux clients exactement ce qu'ils demandent. Et c'est plutôt ça qui est compliqué à faire comprendre. Se jeter sur une patente, c'est bien, mais parfaire ses compétences, c'est quand même ce qu'il faut, c'est l'objectif. Hein. Donc, et après, la personne va mieux se sentir, et là, elle se sentira ouverte. Et je rebondis sur ce que disait mon collègue aussi, il y a des formations pour faire tout ce qui est entrepreneuriat, donc ça, c'est pas un souci, hein, c'est quelques heures de formation, on participe, on crée son entreprise, c'est passionnant, mais si derrière, on sait qu'on a les reins solides et que techniquement, on tient la route, et souvent, on se fait des contacts, et souvent, l'entreprise, on l'ouvre à plusieurs, c'est encore mieux. Hein. Donc ça peut être un très bon objectif en sortie de BTS. D'accord. Donc effectivement, c'est un point important que vous abordez, l'expérience, acquérir de l'expérience, et puis aussi la relation client, elle est extrêmement importante quand on ouvre son entreprise. Donc peut-être d'abord se frotter au monde du travail au sein d'une entreprise, gagner en confiance peut-être aussi, et ensuite s'orienter vers l'entrepreneuriat, ça peut être un bon choix. À nouveau pour le BTS électrotechnique, est-ce qu'il est possible d'intégrer après ce BTS une entreprise de télécommunications? J'ai pas plus de détails sur la question, je suis désolée, j'ai pas plus de contexte. Alors,
Ça dépend de ce qu'ils entendent en télécommunication. Hein. Parce qu'en fait, en télécom, il y a une partie aussi énergétique. Donc, il y a aussi la gestion de l'énergie en télécommunication. Il pourra éventuellement travailler là-dessus. Et par contre, travailler, programmer... c'est pas c'est pas la finalité. Effectivement, donc ce qu'on peut peut-être répondre à l'élève qui posait cette question, c'est que dans une entreprise de télécommunications, il y a plein de métiers différents donc, qui peuvent éventuellement être les débouchés de ce BTS, mais pas nécessairement le cœur de métier auquel il pensait quand il posait la question. Pour nos étudiants, on a également des questions. Donc, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu des stages que vous avez effectués, si vous en avez effectué, comment ça se passe, la recherche, etc. Ben, moi, j'ai fait un bac pro, parce que j'ai eu mon bac pro, et j'ai eu des différents stages dans différentes entreprises, et j'ai pu avoir de l'expérience aussi. Donc, on fait beaucoup de calculs à l'école, et quand on va dans le monde du travail, on en fait moins. Mais on a besoin d'avoir de la logique pour travailler. D'accord. Idem comme lui, je sors aussi d'un bac pro. J'ai effectué mon stage dans 2 entreprises et ça a été très différent. Après, je remonte aussi à la précédente question. Oui. Parce que mes premiers stages, j'ai effectué à OPT, dans un centre de télécommunication. C'est vrai, c'est un peu différent, c'est un peu plus différent que de faire ce qu'on fait par rapport à nos filières. Sinon, ça... Du coup, je continue de vous poser des questions sur les stages. Qu'est-ce que ça vous a apporté par rapport à l'enseignement, aux formations que vous suiviez, d'aller en entreprise? Par rapport à nos formations à l'école, en entreprise, c'est beaucoup plus de pratique. Donc là, on découvre vraiment ce que c'est le travail. Et il faut beaucoup de motivation. Surtout pour les aides de travail. C'était difficile de trouver un stage ou est-ce que vous avez trouvé facilement? T'as déposé combien de candidatures à peu près? Moi, non, comme je suis retourné plusieurs fois dans la même entreprise, du coup ça allait plus vite. Par contre, pour la chercher, la première fois c'est un peu dur parce qu'il faut visiter, il faut aller demander, il faut faire ses recherches, il faut téléphoner parfois. Et voilà. Et surtout qu'en ce moment, il y a le Covid, donc aucune entreprise, ou sinon, il faut vraiment chercher les entreprises qui prennent les stagiaires. Le contexte actuel, effectivement, est compliqué. Après, il y a encore des entreprises qui prennent des stagiaires, mais effectivement, j'imagine qu'il faut apporter un soin plus particulier à la candidature, et c'est ce que tu évoquais. Peut-être que trouver le premier stage, c'est compliqué, mais ça fait aussi partie du fait de commencer à former son réseau professionnel, parce que surtout sur des filières qui ont pour objectif et vocation à entrer sur le marché du travail, tous les contacts qu'on aura pris dans le monde professionnel sont bons à prendre. Donc quand vous cherchez un stage, en fait, vous démarrez votre réseau professionnel et ça pourra peut-être déboucher sur une embauche par la suite. Et puis, ça vous permet aussi de tester différents métiers, différents postes et de voir vers lequel vous avez le plus d'appétence. On va arriver vers la fin de cette table ronde. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose, aborder quelque chose qu'on n'a pas encore dit? D'ailleurs, par rapport aux embauches, on a 2 étudiants en BTS de 2e année qui ont une promesse d'embauche à la fin du BTS. Très bien. Ça fait toujours plaisir à entendre. En ce moment, au niveau du marché local, il y a eu une réforme des retraites qui fait que beaucoup de cadres sont partis en avance à la retraite. Et moi j'assiste un petit peu au débauchage entre sociétés, entre la brasserie. S'il n'y avait pas eu le Covid, je pense que c'était la guerre des embauches. Et donc, oui, le DT, par exemple, a vu beaucoup de cadres partir à la retraite et ils ont été obligés de leur demander de prendre une patente pour faire tout ce qui est plan de récollement, parce que finalement, ils se sont rendus compte que leurs employés partaient avec la mémoire de l'entreprise.
Et donc, ils se sont mis à embaucher en masse. Alors, des BTS bâtiments, des gens qui maîtrisaient AutoCAD pour faire du plan de recollement. Parce que sinon, les employés partaient avec la mémoire de l'entreprise. Et ça, c'est terrible. Et donc, en ce moment, on assiste, je pense, ça va durer encore quelques années, à beaucoup d'embauches au niveau technicien supérieur. Et voir qu'ils vont même, à mon avis, ils sont en partenariat avec la licence pro, parce qu'en fait, ils sont en train de former leur cadre aussi, petit à petit. Mais alors ça, c'est un autre point très intéressant que vous abordez, c'est quand vous réfléchissez à votre projet d'études et à votre projet professionnel, le fait de se renseigner, de s'intéresser un petit peu au secteur d'activité vers lequel vous souhaitez vous orienter, est-ce qu'il est en bonne santé? Est-ce qu'il y a des entreprises qui sont en train de s'installer sur le territoire? Est-ce qu'il y a des vagues massives de départ à la retraite? Ça peut aussi orienter vos choix, parce que vous pouvez vous dire que d'ici 1 an ou 2 ou 3, il va y avoir pas mal d'embauches, ou au contraire, c'est un secteur qui risque d'être saturé d'ici quelques temps, donc c'est peut-être pas vers celui-ci qu'il faut s'orienter. Donc le maître mot, c'est quand même être acteur de votre projet, montrer de la curiosité et vous renseigner sur les formations qui existent et sur les secteurs d'activité qui recrutent. Donc je vais conclure cette table ronde en vous rappelant que le guide d'orientation 2021 va être disponible dans vos établissements. Donc ça vous permet d'avoir un panorama complet sur l'offre de formation sur le FENUA. N'hésitez pas à le consulter, il sera auprès de vos psychologues de l'éducation nationale, conseillères d'orientation. Et donc de remercier l'ensemble de mes intervenants. Merci pour votre disponibilité.